Bonjour tout le monde de la TCBH, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Wilson. Alors, j'ai avec moi en studio Sylvie Rousseau, psychologue, autrice et conférencière. Deux de ses grandes passions sont la psychologie et la communication. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages comme Cessez de nourrir votre tigre, Se libérer de la charge mentale, psycho et sexo. Mais c'est l'ouvrage Apprivoiser sa colère, publié en 2025 chez Édito, qui nous concerne aujourd'hui. Comment allez-vous, Madame Rousseau? Hey, je vais très bien. Je suis très contente d'être ici, Wilson. Merci de l'invitation. Merci à vous, vraiment apprécié. Alors, voici le livre en question, Apprivoiser sa colère. On voit ici les petits symboles, on pourra en parler tantôt, mais le titre, je suis un adepte du mot juste. Le mot juste peut communiquer 128 millions de pages en un seul mot. Alors, apprivoiser sa colère, apprivoiser, pourquoi pas maîtriser sa colère? Pourquoi pas dominer sa colère? Bon, effacer sa colère, enfermer sa colère, peut-être comprendre sa colère. Le mot apprivoiser, et avant, moi, ce que j'entends apprivoiser, c'est comme une bête sauvage, hein? Un loup furieux, un cheval furieux, sauvage dans la forêt, là, on l'apprivoise avec des petites Miettes de pain? Oui, miettes de pain, quelque chose, elle vient ici. Et aussi, apprivoiser, c'est devenir familier. Donc, apprivoiser quelqu'un, apprivoiser son voisin, apprivoiser des nouvelles saveurs, une nouvelle musique. Se familiariser avec. Pourquoi le mot apprivoiser sa colère? Oh, j'aime mieux le deuxième versant de ton explication. OK. D'apprivoiser, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'eux. Parce que la colère, c'est une émotion qui n'est pas très populaire, c'est pas aimé, c'est pas une belle émotion. Souvent, Wilson, je sais pas si tu entends ça, mais moi, souvent, les gens me disent « Ah, il y a des bonnes émotions, des moins bonnes, des émotions positives, des émotions négatives. » On les hiérarchise, absolument. Oui, Ouais. hein, on les met comme s'il y en a des belles puis des pas belles. Puis dans les pas belles, ben il y a la colère. Et dans ma façon de voir ça, c'est pas qu'il y a des bonnes ou des pas bonnes émotions, des négatives ou des positives. C'est qu'il y a des émotions qui nous informent de quelque chose. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables, il y en a qui sont douloureuses, faut pas se le cacher, il y en a qui sont plus douces. Mais chaque émotion a quelque chose à nous dire. Fait que si j'apprivoise la colère, je vais aller à sa rencontre pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle cherche à me dire. Tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser à le mystique indien Osho qui disait votre amour, vous avez appris à aimer. Vous avez vu des films, vous avez lu des romans, vous avez un guide pour aimer, mais la colère, votre colère, elle est pure. Vous la fuyez, vous la cachez. On ne vous a pas enseigné à apprivoiser sa colère. Et donc là, vous avez dit, elle cherche à nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle cherche à me dire, ma colère? Souvent, elle cherche à nous dire que nos besoins, nos valeurs, nos limites, notre intégrité n'ont pas été respectés. Elle nous renseigne vraiment sur quelque chose qui vient nous heurter, nous déranger, nous déplaire. Alors, c'est important de tendre l'oreille parce que si on trouve qu'elle n'est pas belle, la colère, je vais juste vouloir l'éloigner. Je ne vais pas vouloir écouter son message. Alors que moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de dire, OK, c'est vrai que c'est pas agréable comme sensation parce que il y a de la sensation physique avec la colère. Mais si je la ravale parce que je veux pas faire de vagues, parce que je veux pas déplaire, parce que je veux pas déranger, bien, elle finit par prendre beaucoup de place à l'intérieur de soi. Et elle nous prive vraiment du message. Donc, si le message, c'est « Wilson, t'as pas été suffisamment à l'écoute de tes besoins, puis c'est pour ça qu'en dedans de toi, ça bouillonne, puis que toi, tu veux pas l'entendre », bien, tu vas te priver de ce message-là pour aller à la rencontre de ce qui est important pour toi. Tout à fait. Et j'avoue que pendant longtemps, j'avais tendance à, peut-être pas ravaler ma colère, mais à la mettre ailleurs parce que pendant longtemps, j'ai été un adepte de acheter la paix, ne pas faire de vagues, vous l'avez dit. Et j'aime l'harmonie. Et là, quand j'avais envie de dire oui, je disais non. Quand j'avais envie de dire non, je disais oui. Et donc là, beaucoup de colère. Et c'est ma blonde et en partenariat en même temps avec votre ouvrage qui... Wow, OK, je respecte pas mes limites, je respecte pas mes frontières, je me respecte pas moi-même. Et de là, la colère, c'est fascinant. Oui, et c'est de voir si on est capable d'entendre ce qu'elle cherche à nous dire. Mais ça, c'est dur parce que, comme vous l'avez, elle a tellement une couleur, elle a tellement une notion, on veut tellement pas la voir, la colère. Oui, tout à fait. Et je dirais, Wilson, que ce que je remarque dans ma pratique privée,
c'est que souvent les femmes ont encore plus de difficultés que les hommes. Un homme qui est fâché en réunion, par exemple, puis fait « Hey, là, ça, moi, ça fait pas mon affaire. » OK? Puis qu'il le dit avec fermeté, parce qu'il est contrarié de quelque chose, on va dire quoi? On va dire qu'il a du caractère, qu'il s'affirme, qu'il prend sa place, puis c'est correct. La femme qui va faire la même affaire, encore de nos jours, ça va être, ben voyons donc. C'est vrai. Sa colère n'est pas prise au sérieux, ça doit être L'hystérie, hormonal, bon, absolument, c'est sa ça. ménopause, c'est que, bon, son syndrome prémenstruel. Alors, la colère des femmes a souvent été minimisée, ridiculisée même, mais ça tend à changer. Je vois des femmes et je vois aussi des hommes qui ont ce souci-là de reconnaître et aussi de l'exprimer correctement. Wow. Parce que c'est bien correct de voir « je suis fâchée », mais ça me donne pas le droit de lancer quelque chose à quelqu'un, de dire des injures, de blesser. Exact. OK? Et c'est souvent ça, moi, je trouve, qui est un problème avec la colère. C'est pas l'émotion qui est un problème, c'est quand je la lance au visage de quelqu'un Absolument. sans égard pour l'autre. Bien, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est dans le début de votre ouvrage. Il y a une différence entre colère et violence. Et ça, j'ai trouvé ça puissant. Je dis, wow, OK. Donc, ça, tout de suite, tu as envie d'apprivoiser ta colère parce que ça ne veut pas dire que tu es violent, que tu sois en colère. T'sais. Tout à fait. Parce que s'il y a de la violence, c'est que là, il va souvent y avoir du dénigrement, il va y avoir du contrôle, il va y avoir du mépris. Alors que c'est pas ça. La colère, c'est juste d'être capable de faire comme ça fait pas mon affaire, puis j'aime mieux te le dire, OK, pour qu'on essaie de trouver quelque chose qui va peut-être faire partiellement l'affaire des deux. Moi, j'ai des besoins, tu as des besoins, puis ça se peut que ça griche entre les deux, là. Mais avec ouverture et avec respect, je vais essayer d'entendre ton point de vue, même si je suis pas d'accord avec toi, et je souhaite que tu entendes mon point de vue, même si ça fait peut-être pas ton affaire, pour qu'on trouve au moins partiellement, quelque chose qui va nous convenir à tous les deux. C'est particulier parce que c'est tu veux pas que ça griche avec la personne, t'as pas envie, donc tu retiens, et là, la colère se multiplie, ça augmente, et là, plus ça augmente, moins tu veux sortir ça pour pas que ça griche, donc c'est comme un feedback loop qui est très toxique. Pour revenir à homme-femme, je pensais à ça, là. C'est drôle parce que j'ai de la misère. J'ai l'impression que les femmes n'ont pas de colère. Mais est-ce que ça serait comme un préjugé? Pas qu'ils n'ont pas de colère, mais que... Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que vous pouvez expliquer C'est que souvent, ce que je vois, c'est que les femmes, en raison de la socialisation, de la façon dont elles ont été éduquées, elles se sont fait dire que leur colère n'était pas belle, que c'était pas beau. Okay? Okay. Oui, tout à fait. On a beaucoup invalidé la colère des femmes. Ce qui fait que quand la petite fille était fâchée, puis qu'on disait, ben voyons, donc c'est pas beau ça, elle allait pleurer souvent dans sa chambre. Donc, on a, nous autres, les femmes, plus de facilité à aller sur le chemin de la tristesse, même quand on est fâché. Oui. Je me souviens plus où j'avais lu ça, mais c'était que la tristesse, c'est le versant, c'est une colère transformée. La colère, c'est de l'impuissance, soit à cause de soi ou à cause de quelqu'un d'autre. Et la tristesse, c'est son opposé ou son penchant, c'est l'autre côté de la monnaie. T'sais? C'est qu'avec la tristesse, elle peut se greffer à la colère. Tu sais, la colère, elle peut être pure, là, juste de la colère. Ouais. Mais souvent, ce que je remarque, c'est qu'avec la colère, il peut y avoir aussi un peu de peine. Il peut y avoir de la déception. De la honte. De la honte, de la culpabilité. Hein? Il peut y avoir d'autres émotions qui se greffent. Mais peu importe quelle est l'émotion, le message que j'aimerais transmettre aux gens, c'est vraiment de tendre l'oreille. Moi, j'appelle ça avec mes clients puis mes clientes, prendre le pouls en dedans de soi. D'aller voir qu'est-ce qui grouille en dedans, qu'est-ce qui bouillonne, qu'est-ce qui est retenu aussi. Parce que, tu disais, toi, pendant longtemps, tu n'as pas voulu faire de vagues, tu as ravalé ta colère. Bien, de ravaler sa colère, sur le moment, on dirait que tout se passe bien. Entre toi puis moi, si je ravale ma colère, ça grichera pas. Mais à l'intérieur de moi, par exemple, ça risque de gricher. Et à un moment donné, à force de ravaler, ben là, le verre d'eau va se remplir. Et là, ça risque de sortir mal. Ah ouais. Et là, c'est là que les gens disent « Ah, c'est pas beau la colère. » Tu vois, moi, quand je me fâche, là, c'est que ça fait peur, là. Ben, si ça fait peur, et d'un, c'est pas supposé d'être de la colère, c'est plus la violence qui fait peur. Ouais. OK? Donc, alors que la colère peut comme être déstabilisante, bien sûr, parce que c'est pas dit nécessairement « Ah, je suis fâchée ».
Si c'est dit avec l'intensité, ça va peut-être sortir. Je suis vraiment fâchée. Et en disant ça, je suis pas en train de t'injurier, je suis pas en train de te menacer. Je suis juste en train de dire, ça fait vraiment pas mon affaire, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et s'il y a de l'ouverture de ta part, même si ça te dérange, bien là, on va pouvoir peut-être entamer un dialogue pour essayer de voir qu'est-ce qui me dérange tant que ça, puis ma colère, qu'est-ce que ça éveille à l'intérieur de toi. Et ça peut être super riche. Ça peut ouvrir une très belle conversation qui peut devenir très profonde et très honnête et très enrichissante et qui fait évoluer la relation, en fait. Vous avez dit prendre le pouls de la colère. 2 questions me viennent en tête. Comment l'écouter et comment m'autoriser à l'écouter? Alors, si on veut l'écouter, dans un premier temps, tantôt je parlais du corps, la colère ne va pas se manifester dans notre corps de la même façon que la tristesse, par exemple. Si je suis fâchée, habituellement, il va y avoir quelque chose dans ma mâchoire. 100%. Hein? Ouais, 100%. Il va y avoir quelque chose qui va crisper dans ma mâchoire. Je vais être un petit peu plus tendue. Ma respiration va être un peu plus courte. Ça se peut que mon cœur débatte un peu plus. Fait que si les gens, ils sont pas trop familiers avec ça parce qu'ils l'ont repoussé, ils l'ont éloigné, ils l'ont ravalé, puis qu'ils veulent trouver le chemin qui mène à la colère pour l'apprivoiser, ben moi, je leur dirais, soyez l'écoute de votre corps dans un premier temps. Votre corps, il va vous donner des indices. Parce que si je suis plus dans la tristesse, elle fait davantage comme ça. Tout à fait. Hein? Donc, on a tendance plus à se replier, à être comme ça, tandis que la colère, elle fait plus ça. Ouais. Alors, donc, soyons à l'écoute de notre corps pour nous donner des indices, pour justement écouter qu'est-ce que mon corps me dit, pour me mettre sur le chemin de l'une ou l'autre de mes émotions. Fait que ça peut être, je pense, un premier indice là, à écouter. Et une fois que je l'ai écouté, j'ai reconnu ça en moi, j'ai vu qu'il y avait l'émotion, elle est là, j'ai besoin d'agir, j'ai pas respecté mes limites ou j'ai quelque chose à dire ou il faut absolument que... C'est quoi la prochaine étape? Bien, ce que je pense qu'est-ce qui est important, c'est que oui, j'ai reconnu, par exemple, que mon besoin, que ma limite, que ma valeur, que mon intégrité n'ont pas été respectées, mais ça va m'amener à prendre des actions. Alors, c'est quoi? Si mon besoin n'a pas été respecté, c'est pas toujours l'autre qui respecte pas mon besoin. Des fois, je suis capable de faire ça toute seule, de ne pas respecter mon besoin. 100%. Alors, donc, comment est-ce que moi, je pourrais en arriver petit à petit? Souvent, avec mes clients, Wilson, j'appelle ça les PPPP, les plus petits pas possibles. Les tout petits pas, mais réguliers, qui font en sorte que je m'observe puis que je vois comme « Ah, je suis pas bien à l'intérieur de moi. » Bien, ça se pourrait-tu? OK? Si le chemin n'est pas fait, ça veut pas dire que je vais tout de suite reconnaître quelque chose, mais de dire « Ah, je me sens crispée. Ça se pourrait-tu que je sois frustrée, que je sois fâchée? » OK? Donc, je vais essayer d'aller établir un contact avec ce qui se passe, bien sûr, à l'intérieur de moi. Mais, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que si j'établis le contact, ce que je m'aperçois souvent, c'est que les gens, ils vont ressasser. OK, ils sont fâchés. Le ressassement, absolument, oui. Ils sont fâchés, puis là, ils vont dire « Ah, je l'ai rencontré, lui, cet après-midi. Puis il m'a parlé de cette façon-là, puis je suis sûre que c'est parce qu'il m'aime pas la face. Puis là, je vais rencontrer une autre personne, puis je vais dire « Hey, je l'ai rencontré, lui, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. » Puis donc, OK, j'ai pincé la sauce que je dis avec mes clients. Ouais. Toute seule, je suis capable de faire ça toute seule dans ma tête, mais je suis capable de faire ça aussi avec toutes sortes de personnes que je vais avoir rencontrées, plutôt que d'aller voir la personne elle-même puis de lui dire « Hey, tu sais, quand tu m'as dit telle affaire, là, ça m'a vraiment blessé ou ça m'a vraiment contrarié. » Plus ce ressassement-là, c'est plus de la colère, parce que si la colère est une brique, ça devient un mur qui devient du ressentiment, qui peut devenir de la haine, du mépris. Alors, la pierre, c'est le premier niveau, mais après ça, tu as d'autres niveaux qui s'ajoutent à ça. Moi, ma blonde, on a une communication incroyable. C'est fou. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est à l'opposé, mais la communication transparente, puis c'est pour ça qu'on y arrive super bien. Et j'ai appris avec elle à ma colère, comment ça se passe? Je ressens l'irritation, ma mâchoire se crispe, ça m'énerve là, ce qu'elle vient de me dire, là, genre je peux pas. Je respire un bon coup et là, tout à coup, je me rappelle, c'est pas intellectuel, mais l'empathie. Je viens balancer la colère avec l'empathie. Toujours traiter les autres comme on aimerait être traité. Ça, j'ai appris ça très jeune, ça a changé ma vie. Alors, Will, comment t'aimerais toi qu'on te le dise? J'ai mon amour, ça m'a fait de la peine ce que tu viens de dire. Nanana. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est de la belle maturité pour moi. D'être capable, effectivement, de faire comme, oui, il y a quelque chose qui m'a blessé, qui m'a fait de la peine, qui m'a fâché.
peu importe c'est quoi l'émotion, et que je vais le dire à l'autre sans la tenir responsable de mon émotion. Hein, je suis responsable de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça, je suis consciente, Wilson, que c'est pas toujours facile pour les gens d'entendre ça, parce que souvent, on a entendu « tu m'as fait de la peine, tu m'as fait fâcher. OK, c'est à cause de toi, finalement, si je file si mal que ça. » Alors que moi, la piste que je propose davantage, c'est de dire « oui, il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a déplu, qui m'a blessé, mais j'ai une histoire, hein, j'ai un bagage, parce qu'une autre personne aurait pu vivre sensiblement la même chose que moi et ne pas avoir la même émotion que moi. » Tout à fait, tout à fait. C'est une des premières choses qu'elle me disait au début de notre relation. Elle m'a dit ça plusieurs fois, je suis pas responsable de ton émotion, comment tu l'as pris. Puis la première fois qu'elle m'a dit ça, la colère, j'étais choqué, là. Oui, tu es responsable, c'est de ta faute si je suis en colère. Mais maintenant, je comprends plus, là, puis vous l'amenez d'une bonne manière. Fascinant. Oui, et une fois qu'on comprend ça, comprends-tu qu'on est responsable de nos émotions, qu'on est responsable d'entendre ce que l'émotion nous dit, de faire quelque chose qui va dans le sens du meilleur de moi-même, OK? Moi, j'appelle ça la meilleure version de moi-même. Comment est-ce que je pourrais le dire finalement à l'autre sans lui lancer des injures? C'est pas ça que je veux faire. Ma colère, c'est pas un passe-droit, ça, pour dire n'importe quoi de n'importe quelle façon. C'est sûr. Mais là, vous dites... Je vais faire pas l'avocat du diable, mais essayer de trouver une faille. Vous dites, je suis responsable de mes émotions. Quelqu'un pourrait le prendre comme, j'ai pas le droit de me mettre en colère, je suis responsable, je vais m'auto-dominer puis mettre fin à ma colère. Je suis responsable, c'est fini la colère. Oui. Donc, je suis responsable de ma colère et je suis responsable de qu'est-ce que je vais faire de ma colère. Alors, une fois que j'ai compris que ma colère est en lien, par exemple, avec des besoins ou des limites non respectées, bien, je vais m'engager envers moi-même, la prochaine fois, faire un tout petit pas pour nommer ça plus rapidement. J'adore à la bonne personne. le PPPP, le plus petit pas possible, parce que souvent, la colère, c'est gros, ça nous intimide, ça peut faire des années qu'on la traîne. Et là, je vais faire le ménage de toute la maison. On fait juste sortir le balai puis faire le coin de ta chambre. Oui, j'aime ça. Essaye pas de tout nettoyer le garage, c'est pas le moment. Oui, tout à fait. Et si on fait ça, Wilson, hein, là, c'est là qu'on apprivoise, parce que je trouve que ta métaphore est très bonne. OK, on n'est pas en train de faire un virage à 180 degrés. On fait un tout petit bout, mais régulièrement. Et on écoute qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Parce que je disais que dans le corps, il se passe quelque chose. Mais si je dis, ben lui ou elle, on sait bien, elle veut juste me nuire et... ben là, si je rumine ça, je ressens ça, ma colère va grandir. On peut aussi voir comment est-ce qu'on se comporte en colère. Moi, ce que je remarque souvent, puis tu me diras si c'est comme ça dans ton expérience, mais c'est rare que quand je suis fâchée, je vais être juste assise avec toi, puis comme ça. Habituellement, quand je suis fâchée, je me promène de long en large. OK, je gesticule. OK, je soupire, je vais rouler des yeux. 100%. OK, donc c'est souvent comme ça. Fait faire comme si on veut comme calmer ça, OK, pour pas justement, parce que c'est correct la colère, mais on veut pas non plus qu'il y ait un débordement, bien, j'invite les gens à s'asseoir. Puis ça, je donne ce truc-là aux gens et souvent, ils vont dire, mais franchement, là, essayez-le pour voir. Vous allez mettre vos mains comme ça sur vos cuisses. Ah, mais déjà, ça change la dynamique. Ça, c'est une position d'ouverture. Continue. Oui, tout à fait. Et ça joue un tour à la colère parce que la colère est habituée justement que je gesticule puis que je me promène. Ouais. Fait que si je m'assois et que je mets mes mains comme ça sur mes cuisses, je peux faire ça en réunion, je peux faire ça dans une soirée avec ma famille, avec mon amoureux, mon amoureuse. Je fais juste comme ça et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc ça, c'en est une des premières choses qu'on peut faire pour essayer de se réguler. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on s'absente un petit peu, on s'en va à la salle de bain et on se passe de l'eau froide dans le visage ou ici, sur les avant-bras. Wow, ça doit être... Ouais, ça te ramène tout de suite Ça te ramène. au moment présent. Puis, Tout à fait. Tu as tout à fait compris parce que quand je suis fâchée, on l'a dit, souvent dans notre tête, on fait « Ah non, ça, je le prends pas, puis si tu penses, puis tout ça. » Alors que si je fais ça, temporairement, ça va faire « OK, on se ressente, là. On revient à l'intérieur ici, notre respiration. » Et après ça, je retourne et je vais peut-être être dans des meilleures conditions pour poursuivre le dialogue et pour dire vraiment qu'est-ce qui a pu m'irriter, m'embarrasser, me déranger, me frustrer. C'est de prendre conscience de soi, de ses pensées, son corps, tout ça. Et c'est fou parce que la colère semble être peut-être l'émotion qui demande le plus de présence
pour être transcendé. La tristesse, le deuil, prendre conscience de, bon, il faudrait que si tu penses toujours à la même, la personne morte, décédée 10 ans plus tard, bon, il faut que tu prennes conscience. Mais la colère, c'est tellement gros, ça prend tellement d'énergie que là, c'est un gros effort de présence. Là. Quand tu es dans le feu, là, le volcan, il est là, là, c'est là que ça prend le plus. Puis je rajouterais aussi, j'ai passé mon petit coup de balai, j'ai fait le plus petit pas possible. Et là, prendre conscience du bien-être que ça m'apporte. Ouais. Tu sais, j'imagine aussi que moi, la première fois que j'ai réussi à communiquer mes limites, mes frontières de façon mature, posée, calme, le bien après que ça m'a fait, waouh, satisfaisant. Ouais. Une fois que tu as trouvé et tu as ouvert cette porte-là, là, puis tu ouvres le passage, puis tu fais tes, lorgnières, là, fantastique. Oui, c'est qu'il y a de la fierté de soi. Hein. Quand je te disais tantôt, la meilleure version de soi-même, c'est pas d'être parfait. Puis ça se peut qu'on fasse des faux pas. Je vais prendre ta feuille ici pour illustrer quelque chose. Si, par exemple, je suis fâchée, que je fais ça, OK, puis que là, je dis des choses vraiment blessantes pour toi, OK, puis que là, parce que je suis fâchée, je te rentre dedans d'aplomb, puis là, tu sais... OK, puis après ça, je dis « Oh, excuse-moi, Wilson, excuse-moi, là. Tu sais, j'ai pas voulu, tu sais, te blesser comme ça. Ouais, OK, Gab. ma feuille est scrap. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Donc, dire Ouais. OK, donc j'ai la responsabilité. OK, elle est correcte, ma colère. Elle est saine, ma colère. Elle me passe un message, ma colère, mais j'ai pas le droit, parce que je suis fâchée, de faire ça. OK, parce que même si c'est pas de la violence, ça peut laisser des traces chez la personne qui reçoit ça. Tout à fait. Et des traces chez soi aussi. La somatisation de la colère, comment ça s'intègre dans le corps avec les années. Oh mon Dieu, des problèmes de santé, la personne peut dépenser des milliers en ostéopathie ou homéopathie, whatever. Alors que, ouais, mais ça fait 20 ans que ta colère, tu l'enfermes. Puis là, t'as les épaules ou t'as le bas du dos ou problème de digestion. C'est fou, là. On se rend pas compte des dommages. Là. Tout à fait. Puis c'est vraiment un des aspects que je traite dans le livre, c'est qu'il peut y avoir, hein, la colère va se loger à quelque part, et il peut y avoir des problèmes physiques mineurs, mais des problèmes physiques plus importants aussi. Du fait que si on la refoule, la ravale et qu'on la met dans un petit tiroir à côté parce qu'on la trouve pas belle, ou si on explose à tout bout de champ. Aussi. Donc, de dire, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et encore une fois, petit à petit, on va en arriver à l'apprivoiser. Déjà, si on est capable d'enlever cette étiquette-là dans notre tête, que la colère, c'est une émotion qui ne devrait pas être là, qui n'a pas sa place, mais de faire comme toutes les autres, elle a sa raison d'être. Déjà, ça, c'est une première étape, d'accepter, puis de la reconnaître, et après ça, de l'exprimer correctement. Vous dites dans le livre, on a de la misère à apporter un changement parce que la colère, selon la manière qu'elle s'exprime ou ne s'exprime pas, la manière qu'elle est dirigée, on en tire certains bénéfices. Est-ce qu'on est accro, addict à notre colère? C'est quoi le bénéfice? Pourquoi je ne veux pas changer ma colère? Pourquoi je suis bien d'exprimer comme ça? Bien, moi, je pense qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons à ça, dont j'ai peut-être pas appris à le faire. OK, donc, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, est-ce que j'ai vu des gens, des parents, des grands-parents, ne pas l'exprimer? OK? Puis, des fois, c'est pas dit tel quel, Wilson, hein? C'est pas dit « Ah, c'est pas beau, la colère ». Mais tu vois jamais, OK, un haussement de ton, tu vois jamais qu'il y a des conflits. OK? C'est comme si ça n'existait pas. Fait que j'apprends pas de cette façon-là. Et dans d'autres familles, c'est comme, oups, il y a des petites choses, et là, il y a du gros débordement. Et là, ça fait comme, hey, si c'est ça la colère, moi, je veux pas toucher à ça. Alors, il peut y avoir eu des modèles qui nous ont amenés à refouler ou à sortir notre colère, mais d'une façon pas appropriée. C'est fou, ma blonde et moi, on a eu deux modèles complètement différents. Moi, mon modèle, c'est elle existe, elle est laide, on veut pas la voir, cache-la, c'est trop laid la colère, on n'aime pas ça, je veux pas ça dans la maison. Fait que, OK, c'est bon. Au pire, j'irai dans la forêt, bûcher du bois, c'est pas grave. Puis ma blonde, elle, ça a été toujours des petits coups de couteau. Tout le monde, des petits coups de couteau tout le temps, toute la famille. Puis quand on a commencé notre relation, elle me faisait des coups de couteau. Et puis à un moment donné, on a parlé, on a eu une belle conversation. Puis elle me dit, c'est comme ça que j'ai appris à vivre avec les gens que j'aime, Will. Puis je suis désolé si je m'en rends pas compte. Puis on a travaillé beaucoup ensemble là-dessus. Maintenant, il y en a plus. C'est rendu de la complicité, on rit. Puis des fois, elle me fait des petits coups de couteau en blague, puis j'en envoie un, mais c'est des petites pichenottes. C'est pas des coups. Mais c'est fou, là.
Ouais. C'est fou. Et d'en prendre conscience, et c'est pas pour culpabiliser les parents. OK? C'est pas Non. de dire, bon, ben c'est de la faute de mes parents Non, si, ça avance à rien, ça. je ravale ma colère ou si je la laisse s'exploser. Bon, j'ai pu avoir ces modèles-là, mais en tant qu'adulte, j'ai maintenant la responsabilité de faire le ménage dans mon sac à dos, là, de voir qu'est-ce qui est dans mon sac à dos et de trier et de faire comme si moi, j'ai vu ça comme modèle, mais que ça me convient plus, ben quel autre modèle? OK, je vais être à la recherche de d'autres façons. Et je trouve ça beau, la façon que tu me parles de ta relation avec ta copine, parce que c'est de dire, OK, on a eu comme 2 types d'éducation différents, mais on est quand même capable, petit à petit, OK, on nomme ça, dire, moi, voici avec quoi j'arrive dans la relation. Ta copine dit, voici avec quoi moi j'arrive. Mais dire, est-ce qu'on a la volonté? Et moi, je pense, Wilson, que la volonté, c'est une des clés dans 100%. le changement, la volonté de faire les choses autrement. 100%, c'est se rendre compte à quel point c'est du poison. Si tu te rends compte que tu es en train de boire du venin de serpent à un moment donné, tu vas arrêter de le boire. Enfin, il faut que tu commences par t'en rendre compte. Là. Ouais. C'est quoi? C'est la première étape. La première étape, c'est la prise de conscience. Mais comme je dis souvent à mes clients, c'est important la prise de conscience. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais toute belle prise de conscience, si elle n'est pas accompagnée d'action, va rester une belle prise de conscience. Après ça, si je veux des changements, ben je vais devoir oser l'action, encore une fois, petit à petit, avec des maladresses, avec des faux pas, avec des bons coups. Et c'est comme ça que petit à petit, on en arrive à faire des changements de comportement. Bien, ça, on le communique. Tu peux dire à la personne, je suis en train d'apprendre à gérer ma colère, je fais le plus petit pas possible et je vais faire des erreurs. Merci pour ton indulgence, je fais ce travail-là. Au lieu d'essayer de préserver l'image, l'ego, non, je travaille pas sur moi, là, tu sais. Oui, et ça, c'est bon, ce que tu dis là, de ne pas laisser l'ego venir teinter tout ça. Non, on s'en fout. D'avoir de l'humilité, humilité, Oui. D'être capable aussi de montrer sa vulnérabilité. Absolument. OK, d'être capable d'ouverture et de faire comme, ben voici qui je suis. Absolument. D'ailleurs, parlant du mot humilité, j'ai trouvé récemment, je faisais le lien là, j'étais peut-être sous la douche, je me souviens plus, mais quelque chose d'humiliant. Ah, je me suis sorti humiliant. La racine de humiliant, n'est-ce pas humilité? Donc, oui, tu vas te sentir humilié, ça va t'amener à l'humilité. Je trouvais ça beau comme lien. Petite aparté, vous avez dit ne pas blâmer, mettre la responsabilité sur les parents, les modèles qu'on a eus. Je suis responsable en tant qu'adulte de faire ce travail-là. En psychologie, en général, moi, je trouve qu'il y a eu trop de tendance dans les dernières années à je vais trouver tous mes traumas d'enfance, je vais blâmer mes parents, puis ça va expliquer tous mes problèmes d'aujourd'hui. Alors maintenant, je peux faire n'importe quoi ou presque. Et ça, c'est parce que j'ai eu tel trauma à tel an, puis c'est la faute de mon père. Est-ce que j'exagère? Y a-tu vraiment ça en psychologie ou j'ai trouvé ça nulle part? Moi, mon avis là-dessus, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on a eu comme enfance, puis oui, il y en a qui ont eu de gros traumatismes. Ouais. Il y a eu de la maltraitance, il y a eu des environnements toxiques à certains endroits, toxiques, des familles dysfonctionnelles. Oui, il y a tout ça. OK, mais dans la plupart des familles, ça a été des familles où est-ce que les parents ont fait leur gros possible. Même dans les familles où est-ce que c'était dysfonctionnel, j'ose croire que les parents, avec le bagage qu'ils avaient, ils ont fait leur gros possible, même s'il y a eu des comportements inacceptables dans certaines familles. Et dire, je viens de là, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce bagage-là? Quand je parlais du sac à dos tantôt, c'est pas de nier les traumatismes s'il y en a eu, ou les blessures, ou les manques. Ça se peut pas que, rendu à l'âge adulte, même si on aurait eu les meilleurs parents du monde, qu'il n'y aurait pas eu des manques, qu'il n'y aurait pas eu des petites égratignures dans notre cœur. OK? Et de faire comme, maintenant, en tant qu'adulte, je vais faire de mon mieux. Je disais tantôt aller à la rencontre de la colère, mais c'est aussi d'aller à la rencontre de nos blessures pour, avec beaucoup d'autocompassion, avec beaucoup de bienveillance, absolument, d'essayer d'aller apporter du réconfort à cette partie-là de moi qui a été blessée. Et des fois, on a besoin d'une aide extérieure. Donc, des émissions comme aujourd'hui, je trouve ça super parce que ça donne des pistes aux gens. Il peut y avoir des conférences. Il peut y avoir aussi, à certains moments aussi, une aide psychologique. Quand on parle de traumatisme profond, d'y arriver par soi-même,
c'est souvent un peu plus difficile. L'autocompassion, je trouve que vous avez mis le doigt dessus. Pendant plusieurs années, bon, nos téléspectateurs le savent, j'étais dans la dépendance au cannabis. Je me suis rendu vraiment loin là-dedans. On m'avait dit plus jeune, tu peux pas être dépendant au cannabis, c'est impossible, c'est pas physique. Ouais, ben j'ai fait des choses, j'ai volé mes parents, j'ai trahi ma sœur, j'ai fait des conneries, j'ai mis ma vie en danger pour une puff de cannabis. Et ce qui a réussi à me sortir de ça, c'est l'autocompassion. Parce que tu te dis, faut que j'arrête, c'est ma dernière puff. Ah, t'es mauvais, oui, t'es pas une bonne personne, arrête de consommer, arrête de faire ci, arrête, t'aurais pas dû. Là, tu t'auto-flagelles, là, puis là, tu rentres, là, puis là, pour oublier cette mauvaise sensation-là, tu fumes encore, tu consommes encore, tu bois encore, tu vas jouer, tu pètes une crise, tu frappes le mur encore. Et là, tu t'en veux, t'es dans un cercle. Première étape, l'autocompassion. Donne-toi une dose d'amour. Puis là, après ça, tout le reste s'ensuit. Et j'aime aussi énormément votre approche sur, pardon, la responsabilité. C'est tellement beau de remettre l'intégrité, la puissance à la personne. Tu lui redonnes son autonomie. Tu dis, tu es responsable et tu as les outils à l'intérieur de toi. Trouve-les. On est là pour t'aider. Conférence, livre, une émission comme aujourd'hui. Mais tu es responsable et c'est ton pouvoir. Et maintenant, envole-toi. Tu sais? Ouais. C'est autocompassion et responsabilité. Un très beau jeu. Et j'aurais envie, même si on s'éloigne un peu de la colère, mais puisqu'on parle d'autocompassion, je trouve ça important ce que tu amènes là comme piste. Là. Et on pourrait dire aux gens, c'est quoi l'autocompassion? Hein, l'autocompassion, c'est que je vais me traiter moi comme je traite un être cher, une amie. Oui. OK? Une amie qui vit des moments difficiles, je vais-tu lui dire, ben voyons donc, toi, tu parles d'une affaire innocente que tu as faite. On fait pas ça avec une amie. On va dire, hé, je vois que tu es mal prise là-dedans. OK? Je te sens souffrante là-dedans. J'ai l'impression que tu cherches ta voie puis tu y arrives pas. OK? Je sais pas trop quoi dire, mais je suis avec toi là-dedans. Si tu as besoin, je suis là. C'est comme ça qu'on parle à une amie. C'est vrai. Hein? Donc, de parler à notre souffrance, Wilson, de la même façon. Et moi, des fois, je dis à mes clients, ben donnons-nous aussi des gestes d'autocompassion. Des gestes d'autocompassion, ça pourrait être juste de, je mets ma main ici sur mon cœur, ma deuxième main, et là, je dis à ma souffrance, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est magnifique. OK, donc, des fois, de se prendre dans nos bras, tu sais, de se bercer, d'aller chercher notre doudou, de s'envelopper, et plutôt de dire, ben, c'est donc ben niaiseux ça, puis franchement, t'as encore fait une bêtise. On n'a pas besoin de se traiter. Hein, tu parlais d'autoflagellation, on n'a pas besoin de se traiter comme ça, même si on fait des faux pas. Des erreurs, tout le monde, on en fait. Ce qu'on veut, c'est d'apprendre avec nos erreurs. Et c'est pas vrai qu'on va apprendre si on se donne des gros coups de batte de baseball par la tête. Ah, c'est fou. Donc, on peut dire, c'est vrai, je reconnais, par exemple, mon erreur. OK, c'est pas de faire l'autruche. Je reconnais mon erreur. Et maintenant, voici qu'est-ce que je mets en place pour éviter que ça se reproduise. Et là, je vais aller à la rencontre de la partie de moi qui souffre, puis je vais dire, écoute, tu fais de ton mieux. C'est pas parfait, mais tu fais de ton mieux. C'est très bien dit de prendre soin de soi comme on s'adresse à une amie. Moi, la version que j'avais, c'était prends soin de toi comme si tu étais en charge de prendre soin de quelqu'un d'autre. Puis c'était plus comme quelqu'un de malade ou en convalescence. Donc, prendre soin de toi comme si quelqu'un d'autre était sous ta responsabilité. Et il me semble qu'il y avait un autre point que je voulais amener, mais il m'a complètement sorti de... Ah oui! D'où ça vient, cette auto-flagellation-là? Ça n'a pas rapport, je sais, comme question, mais d'où sais-tu? Je pense que mon compagnon Maxime dira, c'est le christianisme, les prêtres qui ont apporté ça. Moi, en psychologie, on parle de bienveillance, d'autocompassion, mais on parle aussi de critique. Donc, en analyse transactionnelle, qui est une branche de la psychologie, on parle du parent critique et du parent bienveillant. Et le parent critique, à l'intérieur de nous, ça peut être, j'ai peut-être vu ça à la maison, j'ai peut-être vu ça à l'école, j'ai peut-être vu ça de la part d'un professeur, j'ai peut-être vu ça de la part d'un coach au hockey ou bien à la gymnastique ou peu importe, mais quelqu'un qui était intransigeant, quelqu'un qui était comme, t'as pas le droit à l'erreur. OK, puis qui était vraiment sévère, puis comprends-tu, très directif et très comme ça c'est beau puis ça c'est pas beau puis tu dois juste faire ça puis si tu fais ça on va te taper ses doigts. Ben des fois on a intériorisé ça.
à l'intérieur de C'est fou parce que ma blonde, elle est très intransigeante envers elle-même. Elle se demande beaucoup, elle s'impose beaucoup. Son père était policier et exigeait l'absolue perfection en tout temps, aucune erreur. Moi, mes deux parents, c'était deux artistes frivoles. Même je dois entraîner mon parent critique. Je dois m'imposer comme, hey, exige-toi un petit peu plus de toi-même, Wilson. Tu te laisses aller, tu sais. Ouais. C'est fou, hein, quand ça vient de deux places différentes. Et encore là, c'est que quand on en prend conscience, de dire de quelle façon je suis en train de me parler. Ouais. Hein? Tantôt, on parlait avec la colère. Donc, si je suis en train de ressasser des choses, je vais nourrir ma colère. Et ce qu'on est en train de se dire là, c'est la même chose. C'est que si je vois que je me parle avec dureté, que je suis intransigeante, que si je fais un faux pas, là, je m'en veux, puis que je repasse ma soirée quasiment 5 minutes par 5 minutes pour savoir si j'étudie un petit chose de pas correct, puis comment est-ce que les gens ont pris ça, puis comment est-ce que je me traite. Ah, c'est fou. OK, donc qu'est-ce que ma tête est en train de me raconter? OK, donc j'ai le droit de faire un faux pas. C'est pas grave si je fais un faux pas. De pas chercher la perfection, d'avoir des belles exigences, mais quand on a des exigences trop élevées, quand on est dans du perfectionnisme, comprends-tu à quel point que même si on fait de notre mieux, c'est comme si jamais assez dans notre tête à nous. C'est fou, c'est sans fin, c'est sans fin. Puis c'est fou aussi parce qu'on est souvent plus dur envers nous-mêmes que les autres le sont envers nous. Ouais. Ton voisin, il va tolérer ton erreur et toi, tu vas pas te la pardonner. C'est triste à quelque part. C'est vraiment triste d'être dans une situation comme ça. Oui, puis ce que je remarque, c'est que les gens vont davantage être portés à voir l'erreur, à voir le faux pas. C'est comme si, par exemple, il est arrivé quelque chose à 9h15 le matin, ton patron te convoque, puis il te fait des remontrances, puis vraiment, il manque d'égard, mettons, à ton endroit. Ah oui, Ghislain, il fait ça toute la journée, vous le savez, gang. Hein? Ah, c'est ça. Donc, hein, il fait ça, mettons, ce matin-là, et toi, ça fait comme « Ah, mon Dieu! » Fait que là, tu vas voir ton collègue, puis tu dis « Hey, tu sais pas qu'est-ce que Ghislain m'a dit un matin. » OK, jusque-là, c'est correct. Je vis quelque chose, je m'en vais voir mon collègue et je le dépose. Mais là, mettons qu'on est dans une plus grande équipe, il est rendu 10h15, l'heure de la pause. Je disais, hey, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé à 9h15 ce matin? Puis là, je suis en train de répéter la même chose. OK. Midi, on dîne ensemble. OK? Puis là, je fais comme, hey, gang, vous savez pas, 9h15 le matin, vous créerez même pas ça, qu'est-ce qui était passé. Et là, je répète ça. Je répète ça à la pause de 3 heures. En arrivant à la maison le soir, je dis à mon mari, hey, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé à 9h15 du matin. Là, j'écoute mon émission préférée. Ça fait 3 fois que je fais rewind parce que là, je pense juste à 9h15 du matin. Et je m'en vais me coucher. Et je me dis, comment tu gages que je dormirai pas? Il y a des grosses chances. OK? Donc, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à 9h15 qui est le problème? Il est arrivé quelque chose de désagréable. Il est arrivé quelque chose qui a pu me blesser à 9h15 et que j'en ai parlé à mon collègue, c'est correct. Mais après ça, tout le reste, là, c'est ça que j'appelle épaissir la sauce. Parce que dans la journée, là, Wilson, il n'est pas arrivé juste ça. Il est arrivé quelqu'un qui aurait pu dire « Hey, Wilson, ça a été super bon ton entrevue sur telle affaire. Tu sors d'ici, OK, c'est le fleuve qui est beau. OK, t'es arrivé, puis t'as vu, je sais pas, ton petit chien à la maison qui a sauté puis qui est venu t'accueillir. » Il y a eu des choses qui ont été belles et bonnes, mais qui ont passé en dessous de ton radar parce que toi, t'es resté pris à ce qui est arrivé à 9h15 le matin. Fait que ça, là, c'est aussi qu'est-ce que notre tête nous raconte. Ah oui, puis c'est comme, je sais pas, je suis pas en cuisine, là, tu fouettes, puis plus ça fouette, là, ça devient du beurre, ça devient épais, là, tu l'épaissis ta sauce, puis tu rajoutes farine, fécule de maïs, tout le kit. Et là, vous avez dit, pour éviter ça, prendre conscience de tout ce cheminement mental et physique qui se produit. Et j'aimerais suggérer d'ajouter aussi, personnellement, moi, ce qui m'aide, oui, prendre conscience, c'est aussi cultiver la gratitude, la reconnaissance. Oui. Alors, tu sais, je trouve qu'on manque beaucoup de ça. En tout cas, reconnaissance. Le moment qui est arrivé, la félicitation que j'ai pas écouté parce que, attends, prends le temps de prendre les bons côtés aussi. Et ça, là, c'est majeur. Moi, souvent, je suggère à mes clients de prendre, quand ils se posent la tête sur l'oreiller, là, au lieu de penser à 9h15 le matin, de dire, c'est quoi qui a mis de la chaleur dans mon cœur aujourd'hui, qui m'a mis un petit sourire dans le visage? Ça se cultive, ça. Moi, je compare ça à une belle motte de neige, là. Tu
tu sais, toute blanche, là, qui n'a pas de sel puis qui n'a pas de sable dedans, là, tu sais. Puis que là, tu la roules juste dans la neige blanche, puis elle devient de plus en plus grande. OK? Bien, la gratitude, c'est ça. C'est de la neige de Pistolois, c'est pas de la neige de Montréal, ça. Non, c'est de la belle neige blanche d'ici. Parce que là, on la roule, OK? Parce que si je roule, qu'est-ce qui est arrivé à 9h15 le matin, ça n'aura pas le même impact que si je mets ma tête sur l'oreiller puis je me dis, OK, Sylvie, qu'est-ce qui a été agréable? Donc, aujourd'hui, moi, dans ma journée, je vais avoir de la gratitude pour l'entrevue parce que je trouve ça chouette, nos échanges. Bien, ça va faire comme partie de ça. Là, j'arrive au chalet. On n'était pas venu depuis l'automne. Je vois le fleuve devant moi. Je me dis, quel privilège que je sois là. Bon, des petites choses et des fois des plus grandes choses, mais d'entraîner mon cerveau à les reconnaître. C'est là la métaphore avec la motte de neige. Donc, plus que j'entraîne mon cerveau à reconnaître ces choses-là, bien plus que je les vois, parce qu'elles sont là pareilles, ces choses-là, mais elles passent des fois sous mon radar parce que je suis juste en train de ressasser les trucs qui ont mal été. On s'entend, ça ne veut pas dire de mettre sous le tapis les choses qui vont pas bien. On doit les traiter, les adresser, s'en occuper. Mais on doit aussi faire de la place à ce qui est beau et bon. Tout est balance dans la vie. Les extrêmes, il faut éviter ça. Je suis né avec une tendance à l'extrême, puis j'essaie... C'est un grand travail dans ma vie de ne pas aller d'un extrême à l'autre. Donc, ressasser comme un malade ou enterrer sous le tapis complètement, no bueno, il faut être entre les deux. Puis, il m'est venu une autre métaphore. Pour moi, la boule de neige, j'aime ça. J'aimerais encore mieux un sentier. À force de passer sur le même sentier dans la forêt, ben là, tu ne vois plus les autres chemins, tu ne vas plus aller, tu vas toujours marcher sur la même piste. Tout à fait. Puis, à force d'aller dans ton chemin dans la forêt, au début, il y a de la fardoche, là, comprends-tu? Des petites branches, il y a des racines, il y a toutes sortes d'affaires dans lesquelles on peut s'enfarger. Et à force d'aller dans le chemin, on voit où sont les racines, donc on peut passer à côté des racines. C'est beau, ça, c'est vrai. De plus en plus, il y a moins de fardoche parce que j'y vais à répétition. Fait qu'au départ, c'était peut-être un tout petit sentier avec beaucoup de fardoche, puis que quand je me promenais, il y avait des branches dans mon visage. Et plus que j'y vais, plus qu'il y a de l'espace. J'avais préparé une question pour vous, plutôt mettre sur la table quelque chose et je voulais votre opinion là-dessus. Ça va être un long préambule, mais ça va mener à quelque part, je l'espère. Jordan Peterson, le psychologue américain, on peut ne pas être d'accord avec ses... Peu importe, quelque chose de précis qu'il a dit à Mané que ça m'a... C'est en lien avec la colère, tout ça, et j'aimerais savoir votre opinion. Il dit, vous êtes en colère, ou même plus que ça, vous avez du ressentiment. Il y a deux raisons possibles. Soit, la première, vous n'avez pas respecté votre intégrité, vos limites, vos frontières, vous ne vous êtes pas écouté. Première option. Deuxième option, c'est que vous êtes immature et vous avez besoin de grandir. Alors là, je donnerai une image avec ça. J'ai un bébé avec ma blonde, elle a 1 an et demi. Je me lève tous les matins à 10 h du matin, je m'en fous. Puis là, à un moment donné, elle cogne à 7 h, elle me sort du lit, puis elle dit, là, j'aimerais ça que tu m'ailles avec le bébé. Puis moi, je suis en colère. Non, ça serait bien que tu te lèves un matin pour l'aider avec le bébé. Donc là, c'était pas moi qui respecte pas mes limites. En même temps, peut-être qu'il y a d'autres choses qui font en sorte que ma limite, je peux pas me lever avant 10 h. Mais là, c'est moi qui est mature et c'est moi qui ai à grandir. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? C'est sûr que dans ma position, et c'est ce que je prône aussi dans le livre, c'est vraiment plus d'être à l'écoute de la colère. Je vois pas ça comme un signe d'immaturité. Une émotion, ce n'est pas quelque chose d'immature. J'aime ça. Il y a énormément d'empathie dans ce que vous dites au complet, dans toute votre pensée. Et il y a le fil conducteur, c'est l'empathie. Continuez. Oui, c'est que l'émotion est là. Et si je la trouve... Parce que la traiter d'immature, selon moi, c'est de la juger. Oui. Et si je la juge... je vais sans doute avoir tendance à la tasser, à pas vouloir l'écouter. Alors, je respecte les points de vue en psychologie. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. OK? Moi, je pense pas que je détienne la vérité avec un V majuscule puis que tout le reste est dans le champ. Il y a des choses qui résonnent davantage à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui résonne davantage à l'intérieur de moi? C'est que quand il se passe une émotion, quand il se passe de la souffrance, d'aller à la rencontre de ça pour voir comment ça parle de moi, comment ça parle de la relation que j'ai avec moi, comment ça parle de la relation que j'ai avec l'autre, et du mieux que je peux, au meilleur de moi-même, d'avancer avec ça.
comme avec l'anxiété, d'avancer avec l'anxiété, d'avancer avec la peur, d'avancer avec notre colère, d'avancer avec notre souffrance. De ne pas attendre que ce soit plus là, Ah ouais. comprends-tu, Ouais. pour avancer vers qu'est-ce qui fait du sens pour moi dans ma vie. Ouais. Parce qu'ils sont là, ils sont avec nous. La tristesse, veut pas, va faire partie de ta vie. La colère aussi. L'anxiété à certains moments ou non. Donc, fermer la porte puis dire je fige, j'avance plus en attendant d'être guéri. C'est pas. Tu Ou vas je jamais- serai tellement heureux ou heureuse Lorsque. lorsque Ah. j'aurai dompté ma colère. Donc, dompter, ça veut dire encore une fois Ouais. que c'est quelque chose que je cherche à dominer. Non, je serai pas plus heureuse quand j'aurai plus d'anxiété, quand j'aurai pas de colère. Parce que ça veut dire que je suis en train de tasser. Oui, Ok, oui, La métaphore que j'utiliserais, Wilson, c'est comme la colère ou l'anxiété. C'est comme une partie de soi, comprends-tu, avec lesquelles on n'est pas tout le temps à l'aise. Comme tu n'es sans doute pas tout le temps à l'aise avec ta blonde, même si tu l'aimes beaucoup. Comme on n'est pas toujours à l'aise avec nos enfants et qu'on n'est pas toujours d'accord avec les êtres chers, mais on les repousse pas pour autant. On les rejette pas pour autant. Alors pourquoi on repousserait et on rejetterait une partie de nous qui cherche à nous dire quelque chose? Ouais. Je serai heureux quand j'aurai dompté, vaincu, achevé, annihilé ma colère. Je serai heureux quand je vais manger mon steak Angus 3A vieilli. D'ici là, tu goûtes plus rien, par exemple. Ouais. Je dit, je vais être heureux seulement quand j'aurai mon steak, puis d'ici là, tout le reste est absent. Oh, oui, c'est bon, cette métaphore-là. C'est que tous les autres repas Ouais. que tu aurais pu goûter, que tu aurais pu savourer avec quelqu'un que tu aimes, ben t'es pas dans ton moment présent en train d'apprécier ça parce que toi, tu veux être là. Ouais. Tu veux avoir Ouais. le gros steak, là. Ça a été un des éléments clés dans je veux pas dire combat avec la dépendance parce que c'est pas un combat. Auto-empathie, toujours auto. Puis je me disais toujours, tous les jours, je vais être heureux quand je vais arrêter de fumer. Parce que là, j'étais un bon à rien, je serai heureux. La journée, je serai libéré de la dépendance, je vais être heureux, je vais être heureux. Mais finalement, fait que pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Ben, comme vous dites, je la tassais de côté, je refusais de regarder ce que j'avais en ce moment même, c'était quoi qui était sur la table. Puis j'attendais d'avoir mon steak. Puis la journée où j'ai arrêté de fumer, ben ça n'a pas été apothéotique, ça n'a pas été super... L'extase tout de suite, Ouais, hein? non, ben non, au contraire, la vie, elle a juste continué de rouler, puis plein de belles choses par la suite, mais c'est ça, de toujours attendre. Puis aussi, ça remet la responsabilité. Je serai heureux quand ça va arriver. Pour l'instant, je ne suis pas responsable. Quand ça va arriver, tant mieux, mais d'ici là, je ne suis pas responsable. Oui, et c'est qu'on met notre bonheur à ce moment-là dans un futur plus ou moins lointain, Ouais. plutôt que de dire, OK, présentement, avec la difficulté que j'ai avec toi dans le temps, avec ta dépendance, avec ma souffrance, avec ma colère, ben quelle sorte de journée que je peux passer avec ça? Parce qu'il n'y a pas que c'est ça non beau, plus ça, dans ma c'est journée. tellement beau, ça, quelle sorte de... Ben, ce qui m'a tenu en vie, moi, durant toutes ces années-là, c'était la composition, la musique. Oui, j'étais endetté, plein de problèmes, mais je composais toute la journée. J'ai 8 CD de chansons toutes plus belles les unes que les autres. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, pendant que ça, c'est là? Ça fait partie de l'équation, c'est sûr. Oui, qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Hein, qu'il n'y a pas que Ouais. la dépendance, qu'il n'y a pas que Ouais. la souffrance, qu'il n'y a pas que la colère. Il y a ça. Et à côté, il y a aussi des petits moments, même dans une journée où est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance. Tu sais, Ouais. quand je disais tantôt, quand on Ouais. met notre tête sur notre oreiller puis on trouve un moment de gratitude, il y a des fois que je dois ralentir. OK? Parce que je me dis, mais il me semble aujourd'hui, il ne s'est rien passé, ou il s'est passé des choses, mais il me semble que ça a été juste poche aujourd'hui. Bien, quand vous entendez ça à la maison, ça a été juste ordinaire aujourd'hui, ou ça a été juste douloureux, souffrant aujourd'hui, moi, je vous invite à ralentir encore plus. Puis dire, OK, qu'est-ce qui aurait pu, ne serait-ce qu'une parcelle, Ouais. OK, de soleil dans cette journée-là qui a été très sombre? C'est une très belle invitation. Ouais, avec un petit peu une pincée de gratitude, on nettoie bien des choses. C'est fou la capacité de l'humain de fixer, de se mettre en mode tunnel, puis de fixer sur quelque chose, puis de tout oublier le reste. Je trouve ça fascinant. Oui. Bien, ça nous ramène à l'exemple qu'on disait tantôt à 9h15 le matin, s'il Ah! passait quelque chose dans le bureau de ton patron, et de ne plus voir que ça pour le reste de la journée. On le fait, puis quand quelqu'un d'autre le fait, on trouve que c'est normal. Fait que là, ça fait 8 fois qu'il me parle de son 9h15, puis moi, je trouve ça normal.
Parce que Ouais. moi aussi, je le fais. Fait que là, on s'encourage tous les uns les autres. Puis, hey, Nicole, 9h15 le matin, tu dis à Nicole, tu sais. Puis, c'est fou. Oui, et une autre image qui me vient quand je t'écoute, Wilson, c'est que je trouve ça dans des contextes de travail souvent où est-ce que j'appelle ça le vase commun, OK? Je fais comme, hey, Ghislain, là, tu sais qu'il il nous salue même pas le matin quand il arrive, OK? Puis l'autre dit, ouais, mais hey, ici, là, les conditions de travail, là, c'est donc bien minable. OK. Puis l'autre fait comme, ah, mais mon Dieu Seigneur, nos espaces de travail, c'est vraiment le bordel partout. OK. Puis là, tout le monde met quelque chose dans le vase commun. Ouais, une OK. pièce de Lego. Hein? Puis après ça, c'est donc bien pas le fun, l'ambiance ici. Mais là, qu'est-ce que j'ai mis dans le vase commun? Ça ne veut pas dire, encore une fois, de ne pas agir sur les choses qu'on peut changer, mais de voir quelle est ma responsabilité, qu'est-ce que je mets dans le vase commun, qu'est-ce que je mets dans mon vase aussi, qui fait en sorte que, après ça, quand je mets le nez là-dedans, je fais que ça sent pas bon. Ouais. Mais j'y suis pour quelque chose. Ouais. Si tout le monde fait juste chialer, mais on prend pas d'action pour faire changer les choses, moi, est-ce que je fais la même chose? Puis, et là, c'est là qu'on peut comme nourrir la colère, puis qu'ensemble, on se craint. Exact. OK, pour dire, mais c'est épouvantable, puis moi, je suis assez fâchée de tout ça, puis mais que je ne vais pas le dire à la personne concernée, mais ensemble, par exemple, on en met plein dans le vase commun. C'est fou. C'est vrai qu'il y a tendance, surtout dans des grosses, plus la corporation est grosse, plus ça s'empile. Il y a du monde pour cotiser là-dessus. Petite anecdote à part, j'ai déjà perdu un travail en dedans d'une journée. J'étais arrivé, j'ai commencé mon chiffre. Je devais aller chercher des pneus au fond de l'entrepôt avec un lift à longueur de journée. Là, on va chercher des pneus Toyota. Puis là, ma première pause, je m'assois. Puis là, on est 5 employés assis sur la table. On est tous assis du même côté et il y a une horloge sur le mur. Le mur est blanc, vide, immaculé et il y a une horloge. Et on est là, les 5 à la fixer dans ce sens. Puis là, tic, tic, tic. Puis là, je dis, waouh, on est comme des rats en cage, des esclaves. On a hâte de sortir, hein, les boys? Silence. Le patron, il est venu me voir à la pause du nez. Il m'a dit, Will, t'es plus le bienvenu ici. Je vais te demander de partir. Une attitude comme ça, on n'en a pas de besoin. Je l'ai remercié. J'ai dit merci. T'as raison, j'aurais jamais eu le courage de partir. J'avais besoin de l'argent. Mais maintenant que t'en parles, j'aime mieux être dans le marde que de me sentir comme ça. Merci beaucoup. On s'est serré la main, je suis parti, je suis plus jamais revenu. T'sais? Le vase commun, c'est ça que j'ai mis, moi, dans les 2 heures j'étais là, dans le vase commun, j'ai mis « on est des esclaves, on est des rats en cage ». Pour ça, je suis parti, tu sais. Oui, et ça s'est terminé là. Ça s'est terminé là. Et Ouais. si tu avais voulu, ça avait été un emploi qui aurait trouvé un écho à l'intérieur de toi, bien peut-être que tu aurais pu aller voir ton patron puis dire, OK, moi, voici ce que j'observe. Ouais. Puis, y a-tu des choses, y a-tu de la place au changement ici? OK, donc, on peut, comme quand on voit quelque chose qui nous convient pas, des fois, on peut tirer notre révérence, OK, comme tu le fais. Ouais. Puis à d'autres moments, on peut faire comme, bien, y a-tu quelque chose que je peux faire moi aussi pour changer? La communication, c'est tellement à la base de la pyramide, la bonne communication, tu règles tellement de trucs. Communication de soi envers l'autre et de soi avec soi-même. Oui. Donc, s'écouter soi-même. Tout à fait. De voir comment est-ce qu'on se jase. Non, je sais, j'ai des tendances, là, surtout en voiture, là, c'est le moment où je suis dans mon habitacle, là, je rumine, ma mâchoire se serre. Puis, mais j'essaie d'en prendre conscience. Au pire, je mets de la musique 30 secondes, mais... c'est pas D'observer, hein, c'est une des clés. Parce que si je nourris ma colère, si je nourris de la frustration, si je nourris de la souffrance, si je nourris de l'anxiété, puis que je me vois pas aller, mais je vais continuer de le faire. Ouais. À partir du moment où est-ce que je le vois, je devrais comme faire « Hey, good job. Bravo, tu l'as vu. Maintenant, ramène-toi. Ramène-toi dans le ici maintenant. OK? Donc là, juste tout de suite, prends une bonne respiration, mets tes mains sur le volant, puis essaie de voir, là, juste ton environnement autour. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Bon, si tu as une pomme, tu prends une croquée de pomme, puis tu fais... Bon, OK, je me ramène dans le ici maintenant, plutôt que de laisser mon cerveau s'éparpiller à droite et à gauche. Absolument. Puis m'observer, moi, personnellement, c'est une suggestion que je fais aux téléspectateurs. Moi, j'ai appris ça avec, premièrement, les bains, un bon bain chaud. Tu sais, t'arrêtes tout, là, pas de cellulaire, pas de musique, rien. On respire puis on se regarde. Mais aussi la méditation, le qigong, le yoga, c'est toutes des choses que tu le fais le matin, 15 minutes, ta méditation, ton yoga, ton qigong, mais ça a des échos, de la réverbération sur le reste de ta journée. Donc, de pratiquer la conscience quand t'es pas dans la colère. Tu sais,
Parce que quand tu es en train d'exploser, c'est pas le moment d'essayer de respirer puis de prendre. Oui, c'est le moment. Mais c'est là que c'est le plus difficile, en fait. C'est plus difficile. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est que si on s'entraîne à des petites choses comme ça, alors que ça bouillonne pas trop à l'intérieur de soi, on est en train de muscler notre capacité de le faire. C'est le bon mot, alors que quand il va y avoir plus d'intensité à l'intérieur de moi, puisque je vais l'avoir pratiqué dans des intensités moindres, ben ça va être plus possible de mettre en pratique ces outils-là. Tu sais, quand tu parles de la méditation, le yoga, c'est la même chose. C'est des bons moyens, tu sais, de se recentrer à l'intérieur de soi. Mais c'est pas toujours facile d'ajouter quelque chose à notre train de vie qui est déjà bien, bien rempli. Fait que moi, souvent, ce que j'invite les gens à faire, c'est de la méditation informelle. Informelle, ça veut dire que si, par exemple, je prends un verre d'eau, et plutôt que de prendre un verre d'eau machinal, puis en regardant dehors, puis en regardant mon cellulaire et tout ça, je prends un verre d'eau, puis je suis connectée. OK? Donc, pleinement consciente que je suis en train de boire une gorgée d'eau. Pleinement consciente quand je marche, plutôt que marcher puis penser à ma journée. Je peux-tu marcher 5 minutes, là, puis juste observer autour de moi, puis sentir l'air frais sur ma peau? Et ça, je plie des serviettes, je coupe des carottes. Bien, ça, notre esprit a tendance à s'en aller dans toutes sortes de directions. Et là, pendant juste un petit moment, je peux faire comme, OK, là, je coupe mes carottes, puis je vais en prendre une bouchée, puis je vais comme regarder la couleur. OK, je ralentis pour en arriver vraiment à être connecté au moment présent. Fait que si je me connecte au moment présent dans des affaires banales comme couper mes carottes, ben quand il va y avoir comme plus de turbulence à l'intérieur de moi, je vais être plus capable aussi de me ramener dans le ici maintenant. J'aime mieux ça, l'idée que de bloquer un 30 minutes le matin puis de s'asseoir en posture du yogi, puis là, tu n'y arrives pas, puis là, tu capotes, de le glisser au quotidien. Moi, le truc qui m'a le plus forcé à prendre conscience puis à rester là maintenant dans mon méditation informelle, c'est bercer le bébé. Ah, God, c'est long, c'est plate. Tu berces le bébé, tu vas-tu t'endormir? J'ai autre chose à faire que te bercer. Puis là, attends. Là, je me rappelle la phrase. Tu sais jamais, ça sera quand le dernier moment que tu auras ta fille dans tes bras parce qu'elle va grandir. OK, oui, là, ressens sa chaleur. Ça ne sera pas pour toujours, tu sais. Elle est là, elle est collée sur toi, sa chaleur. Ah, je suis content. OK, c'est bon, j'ai ma fille dans mes bras, tu sais. Mais au début, là, je voulais me flinguer, là. Je suis quelqu'un qu'il faut que le cerveau roule souvent trop vite, puis j'adore gruger, gruger un os intellectuel. Puis c'est ça, bercer le bébé, c'est pas le contraire. Et c'est tellement un bel exemple, je trouve, Wilson, parce que on peut bercer le bébé et être sur notre cellulaire, bercer le bébé puis penser à 56 affaires qui est arrivées dans notre journée, ou bercer le bébé puis juste sentir la chaleur de son corps, OK, puis ça sent bon un bébé, puis de juste le regarder puis la trouver belle. OK, donc là, ça en est. De la méditation informelle dans une tâche qui est de bercer le bébé. Je suis pleinement consciente de ce que je suis en train de faire au moment que je suis en train de le faire. C'est juste ça, la pleine conscience. Mes pensées, ils vont faire leur job de pensée, OK? La tête, elle pense à des milliers de pensées dans une journée. Fait que je peux pas empêcher ma tête de penser, pas plus que je suis capable d'empêcher le sang de circuler dans mes veines. C'est vrai. Mais je suis capable, par exemple, quand je vois que je m'éparpille dans toutes sortes d'affaires, juste de me dire gentiment, je me critique pas, reviens Sylvie, là. T'es juste en train de bercer le bébé. Regarde comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi. Regarde comment est-ce que c'est beau, que c'est bon, que... OK? Donc, et plus que je fais ça dans des petites tâches, comme je te disais, Wilson, plus qu'après ça, quand la colère gronde ou quand l'anxiété se manifeste ou quand il y a de la grosse souffrance, je vais être capable de faire, OK, je vois qu'est-ce qui est là présentement, j'ai entendu le message de ça, reconnecte-toi à toi. Plutôt que de laisser ta pensée nourrir la colère, la souffrance et l'anxiété. Un steak, un autre steak, vas-y, stéroïde, absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné que vous aimeriez mentionner en terminant? Bien, en terminant, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est vraiment comme de prendre le temps d'être à l'écoute de soi. Le prétexte aujourd'hui, c'est la colère, mais je trouve ça vraiment super chouette parce qu'on est allé dans d'autres dimensions aussi, mais de la relation avec soi et de la relation avec l'autre. Alors, que ce soit la colère, que ce soit une autre émotion, que ce soit des types de souffrances, que ce soit, quelque chose qui vient nous chavirer,
juste de prendre le temps de s'arrêter et de se connecter à soi, d'être en lien avec soi. Et plus que je suis en connexion avec moi-même, meilleure est ma connexion avec l'autre. C'était Sylvie Rousseau, pleine de sagesse et d'amour et d'empathie, qui vous envoie ce message. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Vraiment Merci. apprécié. Très belle. Ce fut très bon, très agréable. Absolument, Merci. réciproque.